Dans cette vidéo, je te dis tout sur comment acheter ton premier appartement. Alors bonjour, moi c'est Lionel de ML Immobilier et sur cette chaîne bien sûr on parle d'immobilier mais pas que. On parle d'opérations de marchand de biens, d'achat-revente et de grosses plus-values. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Aussi j'ai remarqué que vous ne likez pas assez les vidéos, donc vraiment likez cette vidéo et n'hésitez pas à la commenter, j'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Et si tu veux vraiment acheter ton premier appartement, suis cette vidéo vraiment très attentivement. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait t'intéresser, qui a un projet d'achat immobilier, que ce soit une personne jeune ou moins jeune, n'hésite surtout pas à lui partager cette vidéo parce que tu vas voir que je vais vraiment livrer tous les secrets d'une bonne affaire dès ton premier achat immobilier. Alors, qui dit achat immobilier dit bien sûr financement. La première chose que tu dois savoir, c'est comment obtenir un financement. Alors, on va vraiment tout voir de A à Z. La première chose que tu fais quand tu veux obtenir un financement, c'est de savoir quelle est ta capacité d'emprunt. Beaucoup de gens te disent ça, mais moi je vais même te dire une chose, c'est que en parallèle de cette chose-là qui est en numéro 1, il y a une chose que tu vas devoir faire venir en 1,5. Je t'explique. Pour connaître ta capacité d'emprunt, c'est très simple. La capacité d'emprunt, c'est pour savoir exactement dans quelle catégorie tu boxes. Si tu peux acheter un appartement qui a 200 000, à 150 000, à 300 000, tu ne sais pas vraiment. Donc vraiment, ce que tu dois savoir, c'est comment faire le calcul pour y arriver. Ce que je te conseille au départ, c'est d'aller voir ton banquier. Le banquier qui s'occupe de toi, c'est celui qui te connaît, ton conseiller. Lui, en général, c'est la personne la mieux placée pour t'aider à calculer. Il va faire un calcul qui est très simple. Il va prendre tes revenus et tous tes revenus, si tu as des revenus annexes, et il va réduire avec tes charges. Donc, si tu n'as pas de charge, tu auras vraiment une très bonne capacité d'emprunt. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire soit avec ton banquier, mais tu peux aussi le faire via des intelligences artificielles qui sont vraiment très efficaces, comme ChatGPT ou DeepSeek, qui le fait vraiment très bien. Ou sinon, il y a des applications ou des sites en ligne, comme par exemple Preto ou meilleurtaux.com, où eux aussi sont vraiment des spécialistes pour te donner ta capacité d'emprunt. Tu ne peux pas commencer à faire tes recherches si tu ne sais pas exactement à peu près là où tu te situes. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter un appartement parce que leurs amis ont à peu près ce type d'appartement à tel prix et ils pensent qu'ils sont dans la même catégorie que leurs amis. Ce n'est pas toujours le cas. Donc vraiment, l'étape numéro 1, ça va être de vérifier ta capacité d'emprunt. Ensuite, une étape que, comme je t'ai dit, tu dois la faire à peu près en 1,5, parce qu'on ne va pas dire en 2 parce que c'est trop long, mais vraiment en 1,5, c'est de voir si tu es capable d'absorber ton saut de charge. Le saut de charge, c'est quoi? C'est quelque chose dont on parle très peu. En fait, c'est que si tu es un jeune qui quitte chez tes parents pour acheter ton premier bien, par exemple, tu vas gagner, on va dire, 2 000 €. On va rester sur cette référence-là. Et si tu gagnes 2 000 €, tu vas devoir rembourser un crédit qui va jusqu'à maximum 700 € par mois, donc une mensualité de 700 €. Et le saut de charge, ça va être quoi? La banque va regarder si tu es capable de mettre 700 € de côté par mois. Parce que si tu n'es pas capable d'avaler ton saut de charge, ça peut causer problème. Une petite explication. Tu vis chez tes parents, tu veux acheter un appartement, grâce à tes 2 000 € par mois, on calcule ta capacité d'emprunt, tu peux rembourser jusqu'à 700 € par mois, ça c'est ce que tu peux rembourser, mais on se rend compte que tous les mois, tu épargnes 900, 950 €, et bien là, il n'y a pas de problème. La banque va être très encline à te prêter sans le moindre souci. Par contre, ce que la banque va voir, c'est qu'elle se dit « Attends, il n'a rien à payer, là, ses charges vont sauter de 0 à 700 et il arrive à mettre que 80 € de côté par mois. » Là, ça peut causer problème. Et c'est pour ça que beaucoup de gens te disent « Ah, les banques ne prêtent pas en ce moment. » C'est totalement faux. Il n'y a rien de plus faux que ça. Et quand tu vois quelqu'un qui dit ça, tu lui dis tu es un menteur. Parce que le métier d'une banque, c'est de prêter de l'argent aux gens. Par contre, le métier d'un banquier, c'est vraiment je te prête de l'argent, mais être sûr de pouvoir le récupérer. Et si les gens n'arrivent pas à avaler ce saut de charge, bien souvent, les banques commencent à freiner et se dire là, c'est peut-être pas une bonne chose de prêter de l'argent à cette personne. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que les gens pensent qu'il faut à tout prix avoir de l'apport pour acheter. Ça va être un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais tu n'es pas forcément obligé d'avoir de l'apport. Ça va vraiment dépendre de ta situation. C'est mieux d'avoir de l'apport, je le dis très clairement. C'est beaucoup plus facile d'emprunter si tu as de l'apport que si tu n'en as pas. Mais tu peux ne pas en avoir. Par exemple, quelqu'un qui est locataire et qui paye un loyer de 700 € par mois, il n'a peut-être pas d'apport qu'il arrive à mettre de côté, mais la banque verra qu'il arrive à payer son loyer de 700 € par mois, donc il pourra peut-être rembourser un crédit de 700 € par mois. Tu vois, il n'a pas d'apport, mais il y a une cohérence dans ses dépenses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois savoir. Le saut de charge pour les gens qui quittent chez leurs parents, c'est vraiment très important. Et moi, si je dois vous donner un conseil de grand frère ou de tonton ou de voilà, c'est vraiment essaye de mettre une certaine somme de côté dès le départ. C'est vraiment beaucoup plus facile.
et grâce à ça, tu pourras emprunter avec un meilleur taux. Eh bien, parlons-en justement du taux. Le taux d'emprunt, c'est vraiment une chose qui va aussi jouer sur ta capacité d'emprunt. Plus le taux auquel tu empruntes est haut, plus ta capacité d'emprunt sera basse. Je te donne un exemple. Tu vas prendre quelqu'un qui gagne toujours 2 000 € par mois. On va rester sur ça, comme ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, quand le taux est de 3,84, comme tu le vois sur cette vidéo, il peut emprunter 134 864 €. Ça veut dire que tu gagnes 2 000 €, la banque te prête 134 864 €. Ça veut dire que tu peux acheter un bien à ce prix-là. Par contre, attention, ça c'est tout ce que la banque te prête. Il y a aussi les frais de notaire dedans. Donc fais attention, les frais de notaire, ça représente entre 7 et 9% dans l'achat d'un bien. Tu n'as pas vraiment la capacité d'acheter un appartement à ce prix-là. Tu peux acheter un appartement un peu en dessous si tu dois en plus rajouter les frais de notaire si tu n'as pas d'apport. Très important. Et ça, c'est un taux qui a 3 et quelques %, donc tu vois ta capacité d'emprunt. Par contre, si on descend le taux, comme tu le vois maintenant, avec un taux à 1,20, ce qui a eu lieu pendant les années 2020 à 2022, c'est à peu près les taux d'emprunt que les gens avaient, et bien avec le même salaire, tu pouvais emprunter 181 350 €. Ça veut dire qu'avec le même salaire, tu pouvais acheter un appartement 30 000 € plus cher, mais ce n'est pas le fait que tu puisses acheter un appartement 30 000 € plus cher le plus important, c'est que tu avais la même mensualité. Ça veut dire que tu remboursais le même montant, c'est-à-dire tu remboursais toujours 700 € par mois pendant 25 ans, mais en remboursant la même somme pendant la même durée, tu pouvais acheter un bien 30% plus cher. Donc ça, c'était vraiment une très très bonne affaire. C'est pour ça que plus les taux sont bas, plus tu peux avoir une grosse capacité d'emprunt sans pour cela te ruiner. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter quand les taux sont hauts. Je sais que c'est très difficile à comprendre parce qu'on va de gauche à droite, mais c'est vraiment important que tu comprennes tout ça. Pourquoi ça ne veut pas dire ça? Parce que déjà, tu peux acheter avec un taux qui est plus haut et racheter ton crédit plus tard. Ça veut dire que aujourd'hui, les taux sont aux alentours de 3,80. Tu peux acheter un bien immobilier aujourd'hui. Et si les taux descendent, bah, tu pourras racheter ton crédit et payer beaucoup moins plus tard. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire je n'achète pas parce que les taux sont hauts. Pas du tout, ne fais pas cette erreur-là. Si tu trouves une bonne affaire maintenant, prends-la. Parce que tu pourras racheter ton crédit. Donc le plus important, c'est d'acheter en trouvant un bon prix. C'est vraiment ça, trouve une bonne affaire maintenant. Et en plus, il faut savoir une autre chose, c'est que quand les taux sont bas, en général, l'immobilier est plus cher. Parce que les vendeurs savent que les gens ont une plus grosse capacité d'emprunt. Donc c'est vraiment pas des choses sur lesquelles tu dois t'arrêter, mais c'est des choses sur lesquelles tu dois savoir pour faire une bonne affaire. Une autre chose que les taux qui vont impacter ta capacité d'emprunt, ça va être le taux d'assurance. Parce que quand tu prends un crédit, tu dois assurer ton crédit. Alors je le dis très clairement, assure-toi à 100%. Il y a des gens qui disent qu'on n'est pas obligé de s'assurer à 100%, et c'est vrai, ils ont raison. Mais assure-toi toujours à 100%, et encore plus quand vous êtes en couple. Pourquoi? Parce que si je suis marié avec une femme et qu'on achète un appartement et au bout de 8 mois, je meurs, si on est assuré à 100%, le crédit c'est terminé, la maison revient totalement gratuitement à ma femme. Et vice versa, c'est ma femme qui meurt, la maison me revient totalement gratuitement. Donc ça peut permettre de mettre ton épouse ou ton époux à l'abri, surtout si vous avez des enfants. Donc c'est pour ça, assurez-vous à 100%, c'est vraiment très important. Autre chose, l'assurance, le prix n'est pas fixe. Plus tu es jeune, plus l'assurance est basse. Plus tu es vieux, plus l'assurance est haute. Pourquoi? Quand tu es vieux, tu as plus de chances de mourir que quand tu es jeune. Ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas quand on est jeune, mais c'est juste un calcul très simple. Il y a aussi ton état de santé. Plus tu es en bonne santé, plus ton assurance va être avantageuse. Et il y a des gens qui vont me dire comment ils savent ton état de santé. Déjà, ils vont te demander si tu fumes ou des choses comme ça, si tu es sportif. Et ne mentez pas. Si vous fumez, vous dites que vous ne fumez pas. Si on découvre le jour de votre mort que vous avez menti, la maison ne reviendra pas gratuite à l'autre personne. Donc vraiment, ne mentez pas sur les déclarations que vous allez faire à l'assurance. C'est vraiment très important. Ensuite, il faut vraiment que tu comprennes comment fonctionne le crédit. Et ça, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne savaient pas comment fonctionnait le crédit. Et c'est vraiment très piégeux. Alors, tu vois, sur le premier tableau que je t'ai montré, avec la personne qui gagne 2 000 € par mois et qui peut rembourser 700 €, tu te rends compte que cette personne-là va pouvoir avoir une capacité d'emprunt de 134 864 €. Mais quand tu regardes bien, la personne qui paye 700 € par mois pendant 300 mois, c'est-à-dire 25 ans, elle ne paye pas 134 000 €, elle paye 210 000 €. Comment ça se fait que tu peux acheter un bien à 134 000 mais que tu payes 210 000 € à la banque? Et bien la différence entre 210 000 et 134 000, ça fait 75 000 et quelques euros. Et bien ça, c'est les intérêts que tu vas devoir payer à la banque. Et les intérêts sont calculés d'une manière très simple. Là, on a un taux de 3,84. Et bien ça veut dire que sur la première année, tu dois rembourser 134 864 €. Donc tu vas rembourser une partie et tu vas payer 3,84%
d'intérêt sur ce prix. Donc quand tu vas rembourser, eh ben forcément tu auras remboursé un petit peu de ton crédit. Donc tu vas plus, je donne un chiffre au hasard, tu vas plus rembourser 134 864, on va dire que tu vas rembourser 130 000. Et ben là, ils vont calculer 3,84 de 130 000. Et après, l'année d'après, ensuite, tu vas rembourser, il te restera 125 000 à rembourser. Donc, ils vont calculer 3,84 de 125 000, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque année, tu vas payer 3,84% du montant que tu as emprunté. Et c'est ça qui fait les 75 000 que la banque gagne au final. Donc, beaucoup de gens se disent, j'emprunte 100 000 euros à un taux de 5%, ça me fait 5 000 euros à rembourser. Non, ça te fait 5 000 euros la première année, 4 900 et quelques euros la deuxième année, 4 800 et quelques euros la troisième année, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment comme ça que fonctionne le crédit. C'est vraiment pour que tu comprennes exactement là où tu mets les pieds. Autre chose, pour en revenir à ta capacité d'emprunt, il y a plusieurs choses qui peuvent l'entacher. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu as des comptes assez propres que les banques ne peuvent pas être réticentes. Il y a des choses que les banques n'aiment pas. Par exemple, si les banques voient que tu dépenses beaucoup d'argent ou même un petit peu d'argent dans les paris en ligne, si tu joues au TRC ou ceci ou cela, les paris sportifs, les Winamax, tout ça, les banques détestent voir ça sur les comptes des gens. Parce que ça leur dit que cet homme ou cette dame peut être une personne joueuse et pas forcément fiable. Je ne dis pas que parce que tu joues, tu n'es pas fiable, mais les banques n'aiment pas voir ça, donc il faut vraiment que tu fasses très attention. Autre chose, les ATD, les saisies sur salaire, les ceci, les cela, les découverts, j'en parle même pas. Il faut vraiment que tu aies un compte propre. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'argent sur ton compte. Tu n'es pas obligé d'avoir de l'apport, mais il faut que tu aies un compte propre. Aussi, une autre chose que les banques n'aiment pas, c'est la régularité dans les Western Union. Les gens qui envoient de l'argent au pays, il y en a beaucoup, et on sait pourquoi ils l'envoient. Les banques n'aiment pas voir ça parce qu'ils considèrent que tu as peut-être une charge au pays et c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ils se disent cette personne entretient peut-être ses parents, sa famille, peu importe. Et ça aussi, ça va réduire ta capacité d'emprunt. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais je le dis, votre capacité d'emprunt n'est pas forcément la même que votre collègue qui gagne le même salaire que vous. Je donne un exemple. Toujours 2 000 euros. Tu gagnes 2 000 euros, ton collègue aussi. Vous avez la même capacité d'emprunt, tu peux rembourser 700 euros par mois lui aussi. Le problème, c'est que si toi, par exemple, tu as acheté une voiture neuve, et bien forcément, dans ces 700 euros par mois, tu rembourses 350 euros par mois de crédit pour ta voiture, et ben ta capacité d'emprunt ne va être plus d'être que de 350 euros. Parce que comme tu peux t'endetter à maximum 35% de ton revenu mensuel, et ben la banque va considérer que tu payes déjà 355 euros pour une voiture, et ben pour ton logement, tu ne pourras avoir que 355 euros d'emprunt. Même si ton crédit se termine dans 2, 3, 4 ans, non, c'est beaucoup trop loin, ils vont calculer comme ça. Et c'est pour ça que je dis, au moment où tu vas acheter ton premier bien immobilier, oublie certaines choses. Tu dois oublier les crédits voitures, les crédits à la consommation, les crédits vacances. Comme disait ma mère n'était pas une femme riche, mais elle comprenait bien l'argent et elle disait « On prend un crédit pour acheter quelque chose dont la valeur augmente. On ne prend pas de crédit pour acheter quelque chose dont la valeur diminue. Et si tu as acheté quelque chose à crédit dont la valeur diminue, ça va littéralement saccager ta capacité d'emprunt. Énormément de gens doivent renoncer à leur premier projet immobilier parce qu'ils ont un crédit pour quelque chose qui perd en valeur. Ne fais surtout pas ça. Donc tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment pour mettre toutes les chances de ton côté. Et on a parlé de l'apport. Comme je te l'ai dit, l'apport n'est pas obligatoire pour pouvoir faire un emprunt immobilier, mais il va te mettre en position de force. Ce que j'explique par position de force, c'est que beaucoup de gens se disent « Ah, j'ai été à ma banque, ils ne m'ont pas prêté, donc c'est pas bon. » Tu sais, la banque, c'est pas comme ton époux ou ton épouse. Vous ne vous devez pas fidélité. Si ta banque ne te prête pas, n'hésite pas à aller en voir une autre pour pouvoir réussir ton projet immobilier. Parce qu'il y a énormément de banques qui seraient peut-être ravis de te prêter de l'argent pour que tu puisses vraiment donner ce pas en avant à ta vie. Donc ne t'arrête surtout pas sur une banque, quand bien même c'est la tienne. Si elle ne te prête pas, n'hésite pas à aller en voir une autre. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre. Surtout si tu as de l'apport, là, tu te mets en position de force. Je dis une bêtise, tu vas acheter un bien qui a 200 000 euros et tu as 50 000 euros d'apport. Eh bien là, n'hésite pas à faire plusieurs banques, même si ta banque te dit oui. Pourquoi? Parce que grâce à ça, tu pourras aller faire pression sur les banques pour obtenir le meilleur taux d'emprunt possible. Tout à l'heure, je t'ai expliqué à quel point le taux d'emprunt pouvait augmenter ta capacité. Donc, si vraiment tu arrives à obtenir un meilleur taux, c'est-à-dire un taux plus bas, n'hésite pas à faire ça. Mais c'est beaucoup plus facile d'obtenir un bon taux quand on a des revenus ultra réguliers et qu'on a aussi de l'apport. Surtout si par exemple tu es quelqu'un qui a de l'apport et par exemple si tu as un 13e mois, parce que le 13e mois va aussi t'aider à avoir une capacité d'emprunt plus grande. Donc toutes les choses qui sont de ton côté, n'hésite pas à les faire jouer lors de ton entretien avec ton banquier pour pouvoir avoir les meilleures conditions possibles. Autre chose aussi que je vois, c'est que beaucoup de gens veulent emprunter seul ou à deux. Peu importe, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que tu saches vraiment que quand tu te lances dans la vie à deux,
c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant. Et c'est pas parce que vous vous lancez à deux que vous allez avoir moins d'argent au final, bien au contraire. Parce que certes, vous vous lancez à deux, donc vous devez tout partager, mais vous pouvez gagner 10 fois plus. Donc c'est vraiment très important. Je donne un exemple pour que tu puisses comprendre là où je veux en venir. On reste sur le petit jeune qui gagne ses 2000 euros par mois et qui peut emprunter 700 euros. Donc il va pouvoir acheter un appartement qui a, on a vu tout à l'heure, 134 000, on va dire en gros 140 000 euros. Très bien. Et bien si vous vous en lancez à deux, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous dire, on va acheter 2 appartements finalement. Parce que seul, j'ai 140 000 euros de capacité. Mon épouse a 140 000 euros de capacité parce qu'on va dire qu'elle a le même salaire que moi. Ce qu'on peut faire à deux, alors moi je ne rentre pas dans les histoires de couple, si vous voulez faire du 50-50 ou pas, vous faites comme vous voulez. Je dis juste que pour un couple qui a envie de tout mutualiser pour devenir riche ensemble, on peut se dire, écoute, on va acheter un premier appartement à 140 000 euros dans lequel on va vivre. Et avec le deuxième appartement qu'on pourra acheter parce qu'on a toujours une capacité de 140 000 euros, on va pouvoir le mettre en location. Donc ce couple-là qui va se lancer à deux pour avoir un bien dans lequel il vit et un bien dans lequel il met en location qui s'autofinance. C'est un exemple. Ou sinon, il pourra faire une opération d'achat-revente, se dire on prend ce bien-là, on le refait, on le revend plus cher et vice-versa. Donc c'est vraiment, ça vous donne vraiment beaucoup plus de possibilités de vous enrichir. Ou sinon, vous pouvez vous dire, on prend directement une petite maison ou autre, directement à 280 000 euros. Ce n'est pas ce que je conseille. Je vous conseille vraiment de commencer par un petit bien que vous allez pouvoir dont vous allez pouvoir maximiser la valeur. C'est ce qui vous enrichira le plus. Mais vous voyez que partir à deux dans cette aventure du premier achat immobilier, ça peut être une vraie bonne solution. Après, je ne suis pas dupe. Il y a aussi de plus en plus de divorces, de plus en plus de séparations. Donc, ce n'est pas non plus une garantie. Et protégez-vous bien, messieurs comme mesdames, en cas où vous vous lancez à deux. Alors, toujours sur le financement, il y a aussi beaucoup de gens qui se demandent est-ce qu'il est nécessaire de prendre un courtier ou non. Alors, il faut savoir que je dirais oui et non. Ça dépend de ta situation. Et comme je dis souvent dans l'immobilier, ce n'est pas parce qu'une chose est vraie pour un tel qu'elle est vraie pour toi. Le courtier, c'est quelqu'un qui va obtenir un crédit à ta place. Très simplement, c'est quelqu'un qui va faire ça. Maintenant, c'est vraiment pour quelqu'un qui a, selon moi, un dossier particulier. Si tu as un dossier très simple, je travaille, j'ai des revenus, j'ai pas de pension alimentaire énorme, j'ai pas de charges énormes, tu peux très bien aller en banque tout seul et ça va te faire économiser de l'argent. Aussi, il faut que tu saches que le courtier, c'est quelqu'un que tu vas payer au résultat. On ne paye pas un courtier juste parce qu'il décide de t'aider. Non, il faut qu'il y ait un résultat et là, tu vas devoir le rémunérer. Et puis, je pense que ce sont des gens qui peuvent être utiles, par exemple, pour des dossiers un peu difficiles, quand tu as un dossier un petit peu bancal. Il peut t'aider. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, un courtier, il va aller voir une banque et il va avoir 10 dossiers. Et il va proposer 8 bons dossiers à la banque et il va leur dire, écoutez, moi, je vous propose ces 8 bons dossiers très faciles à financer et qui peuvent devenir des clients de la banque, parce que la banque essaie de récupérer des clients quand elle vend du crédit immobilier, surtout quand le taux est très bas. Donc, il va proposer à la banque 8 bons dossiers et il va lui dire, j'ai ces dossiers-là qui ne sont pas des très bons dossiers, pas des dossiers catastrophiques, hein. Ce n'est pas pour les gens en situation catastrophique, mais des gens qui ont des situations un peu moins favorables. Le courtier va pouvoir prendre ces dossiers-là et aussi les faire passer. Donc là, tu peux aussi avoir besoin de l'aide d'un courtier et ça peut t'aider. Mais il faut savoir que si tu as un dossier totalement normal, il n'y aura pas de plus-value pour toi à aller voir un courtier. Alors ensuite, lorsque tu achètes un bien immobilier, il faut que tu saches que tu as une partie que tout le monde déteste. Tout le monde déteste cette partie-là, c'est la partie qu'on appelle les frais de notaire. J'ai fait une vidéo que je te mets dans un des deux coins qui explique en détail les frais de notaire, mais on va en parler quand même dans cette vidéo. Alors il faut que tu saches que les frais de notaire, ça dépend de plusieurs choses. Ça va dépendre du département dans lequel tu achètes, du type de bien que tu achètes et du montant du bien que tu achètes. Parce que les frais de notaire, c'est quelque chose qui se calcule sur le montant du bien que tu achètes. Il faut savoir que plus tu achètes cher, plus ça descend, mais ça ne descend pas énormément. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, c'est entre 9 et 7% du prix d'achat. Alors en général, tu vas payer aux alentours de 8% et il y a des petites manières de faire baisser les frais de notaire. Alors par exemple, je vais te donner un truc que les gens utilisent peu souvent. Les frais de notaire, c'est sur la valeur du bien immobilier que tu achètes. Donc s'il y a du mobilier dans la maison, tu peux déduire ce mobilier-là qui va un peu descendre tes frais de notaire. C'est pas énorme, attention. Mais par exemple, s'il y a une cuisine à 20 000 euros dans un appartement que tu achètes 200 000 euros, en général c'est rare, mais tu peux faire comme si tu achetais l'appartement 180 000 euros et qu'il y avait 20 000 euros de mobilier. Par contre, il faut bien savoir une chose, c'est que ce mobilier-là, vu que la banque, elle te prête pour un achat immobilier, elle ne va pas te les prêter. Donc, il va falloir que tu les finances de toi-même. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de bon pour les gens qui ont de l'argent. Pour les gens qui n'en ont pas vraiment beaucoup, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'il y a des choses que tu vas devoir financer avec ton argent propre. Un autre exemple, c'est les frais d'agence. Alors, quand tu achètes un bien immobilier en direct, tu n'as pas de frais d'agence. Par contre, quand il y a un agent immobilier qui intervient, tu as des frais d'agence. Donc, je donne un exemple simple. Tu achètes un bien à 200 000 euros toujours
et il y a 10 000 € de frais d'agence. C'est un exemple. Et ben, tu peux déduire les frais d'agence de ton achat, ce qui fait que tu ne paieras pas les frais de notaire sur les 200 000 € au total, mais tu paieras les frais de notaire sur les 200 000 € moins les 10 000 € de frais d'agence. Donc, tu vas payer les frais de notaire sur les 190 000 €. Et les frais d'agence, il faudra que tu les finances de ta poche. Donc, c'est vraiment pour des gens qui ont de l'argent. Autre chose, il y a plusieurs types de frais de notaire. Par exemple, si tu achètes un bien ancien et si tu achètes un bien neuf, ce n'est pas pareil. Parce qu'il faut savoir que 80% des frais de notaire, ce sont des taxes que tu payes à l'État. C'est ce qu'on appelle les droits de mutation. Et les droits de mutation, pour que tu comprennes bien, c'est de l'argent qui va aux collectivités locales. En gros, c'est ça. Et les frais de mutation, c'est quand le bien passe d'un propriétaire à un autre. Donc, quand tu achètes un bien neuf, en général, le bien n'a pas vraiment de propriétaire. Donc, l'État te fait, entre guillemets, cadeau de ses droits de mutation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand tu vas chez un promoteur immobilier, je vais les citer, Bouygues, BNP Paribas, FH, tout ça, et qu'ils te disent frais de notaire réduits, comme s'ils t'avaient aidé à payer les frais de notaire, c'est pas vrai. Ils ne te font pas de réduction de frais de notaire. C'est juste que ces 80% de frais de notaire que tu dois payer quand tu les payes dans l'ancien, ils n'existent pas dans le neuf. Donc, ils ne t'offrent rien. Ils te font croire que c'est un cadeau, mais il n'y a pas de cadeau en immobilier. Aucun cadeau. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre. Et c'est quand ils te disent frais de notaire totalement offerts, là, tu comprends que même ces 2,5%, ils ne te les offrent pas. Ils les ont inclus dans le prix de vente et ils vont les reverser. C'est un peu comme ce qu'ils appellent un acte en main. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Personne ne te fera de cadeau au niveau des frais de notaire ni de quoi que ce soit dans l'immobilier. Et là, tu vas dire, mais un acte en main, de quoi il a parlé là? Je vais t'expliquer ce que c'est un acte en main puisqu'on parle des frais de notaire. Alors, un acte en main, c'est la spécialité des gens qui font de fausses bonnes affaires. Alors là, tu oublies ce que j'ai dit sur le neuf. Là, on parle vraiment des frais de notaire acte en main. Alors, si par exemple, je veux acheter un bien immobilier à 100 000 €, je dois payer 100 000 € plus à peu près 8 500 € de frais de notaire. Ça, c'est la stratégie normale. Et bien, les gens qui font un acte en main, ce sont les gens qui disent « je ne vais pas payer les frais de notaire » parce que c'est l'acheteur qui paye les frais de notaire. Ils se disent « je vais faire le vendeur payer les frais de notaire ». Et ce qu'ils font, c'est qu'ils n'achètent pas le bien 100 000 € plus 8 500 € de frais de notaire, ils achètent le bien 108 500 €. Donc, ils font tout rentrer dans le crédit. Et après, lorsqu'il reçoit les 108 500 €, le vendeur, c'est lui qui doit s'acquitter des frais de notaire de 8 500 €. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne affaire parce que de toute manière, tu les payes toujours, les 8 500 €. Et ceux qui te disent, oui, c'est génial parce que c'est le vendeur qui paye les frais de notaire, oui, il les paye parce que tu lui as donné l'argent. Donc, et surtout, quand tu fais ça, tu as une plus grosse mensualité à payer parce que tu n'empruntes plus 100 000 € à la banque, mais tu leur empruntes 108 500 €. Personnellement, je pense que c'est une fausse bonne affaire. Et en général, les bons vendeurs, les vendeurs qui vendent des bons biens n'acceptent jamais ça. Si le vendeur accepte ça, bien souvent, c'est parce qu'il vend un bien dont personne ne veut. Et je te conseille vraiment pas d'acheter les biens dont personne ne veut, mais ça on le verra plus tard dans la vidéo. Alors, une autre chose que tu dois savoir, c'est que la banque ne va pas te croire sur parole. Donc bien sûr, tu vas devoir apporter des documents pour attester de ce que tu dis. Et bien souvent, les banques vont te demander les mêmes documents. Ça peut varier un peu selon les banques, mais généralement, ce sont les mêmes. Tu vas devoir présenter 3 avis d'imposition. Alors, pas de panique si tu es un jeune qui n'a pas encore beaucoup travaillé, qui n'a pas encore payé beaucoup d'impôts. Tu peux leur expliquer que tu n'en as qu'un si tu n'en as qu'un. Et si tu viens à peine de travailler et que tu n'as pas encore d'avis d'imposition, parce que par exemple, tu as commencé à travailler en septembre, tu as eu quelques mois de période d'essai et qu'on est en décembre, tu as fini ta période d'essai, tu n'as pas encore d'avis d'imposition, pas de panique. Tu peux aller aux impôts, leur demander le document nécessaire et ils vont te le fournir. C'est pas un problème. Ils vont aussi te demander tes 3 derniers bulletins de salaire. Ça, c'est vraiment très important. Et aussi, bien souvent, ton bulletin de salaire du mois de décembre pour vraiment voir comment fonctionne ton salaire, combien tu es payé, ceci, cela. Et en parallèlement à ça, ils vont aussi te demander tes relevés bancaires, tes 3 derniers relevés bancaires et bien souvent aussi ton relevé bancaire de décembre parce qu'il pourra parfois résumer toutes tes dépenses de l'année. Et s'il te demande tes relevés bancaires, c'est pour voir comment tu dépenses ton argent. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, mais en quoi ça les regarde ? Ils vont te prêter 100, 200, 300, 400 000 €. Donc, ça les regarde énormément de savoir comment tu dépenses ton argent. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les banques n'aiment pas les jeux d'argent, les transferts d'argent trop souvent et aussi les retraits. Si la banque voit que des fois, tu as des gros retraits qui ne sont pas forcément expliqués, elle n'aime pas ça. Elle aime vraiment que tu dépenses ton argent en bon père de famille et qu'il y ait une bonne traçabilité de comment tu dépenses ton argent. Alors oui, c'est un peu intrusif, mais moi je comprends tout à fait
parce que ce sont quand même des grosses sommes que tu vas leur demander en emprunt. Et bien sûr, il va y avoir d'autres choses que les banques n'aiment pas, comme les saisies sur salaire, les ATD, les ceci, les cela. Donc fais vraiment très attention qu'il n'y ait pas de saisie sur tes bulletins de salaire, c'est aussi pour ça qu'ils te les demandent. Et vraiment, range ta vie avant de vouloir faire un emprunt bancaire pour acheter un bien immobilier. Parce que si tu as des amendes et que l'État vient sur ton compte, les banques détestent ça. Si tu as des choses que tu n'as pas payées et on voit que tu te fais prendre l'argent parce que tu ne payes pas en temps et en heure, tu imagines bien que ce n'est pas un bon signal que tu donnes à une institution bancaire qui elle aussi va te prêter de l'argent. Parce que quand elle voit que tu n'arrives pas à faire face aux choses que tu dois payer, ben bien sûr la banque se dit peut-être qu'il ou elle ne fera pas face à l'argent qu'il doit nous rembourser. Alors bien sûr, si tu as ton compte, ça va être des documents un peu différents. Et ça, j'avais oublié de le dire, mais c'est très important que je le dise. Si tu as ton compte, tu vas devoir présenter 3 bilans. Et si tu n'as pas encore tes 3 bilans, il y a des banques qui prêtent avec 2. J'ai même déjà vu une fois une banque a prêté avec un bilan et un prévisionnel. Donc si tu as un bon prévisionnel qui est fait par un comptable, un expert comptable même, il y a des banques qui peuvent te prêter. Et tout à l'heure, on parlait des courtiers. Et bien justement, quand tu es dans ces situations-là où tu n'as pas un dossier qui est vraiment le dossier de monsieur tout le monde, si tu as ton compte avec pas forcément assez de recul pour pouvoir présenter énormément de bilans pour montrer où va ta société, là, un courtier peut faire l'affaire et peut t'aider. Il y a des courtiers qui sont spécialistes pour ce genre de profil et ça peut t'aider. Donc vraiment, sache que, comme je te l'ai dit, tous les paramètres ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Comme par exemple, si tu es à ton compte, forcément, les bulletins de salaire et autres, c'est pas du tout la même chose, à moins que tu te verses des salaires, mais ça, c'est encore un cas encore plus différent. Alors là, dans cette partie-là, je vais te faire un état des lieux et des avantages qui sont d'acheter ton premier bien immobilier. Alors, il y a des gens qui préfèrent louer, il y a des gens qui préfèrent acheter. Chaque personne fait ce qu'il veut. C'est toi qui paieras les conséquences de tes actes. Ce n'est pas moi. Moi, je vais juste te donner des conseils. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Tu fais vraiment ce que tu veux. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Après, chacun donnera son avis. N'hésite pas dans les commentaires si tu n'es pas d'accord avec moi. Dis-le et dis-moi pourquoi. J'essaierai de répondre au maximum. Mais il y a de vrais avantages à acheter un bien immobilier. Déjà, il faut savoir que ton argent, c'est comme une épargne parce que tu ne mets pas ton argent dans un loyer qui disparaît, tu mets ton argent et tu le reverras à la sortie. Parce que le jour où tu vas quitter ton bien, il faut savoir qu'en général, un crédit immobilier en France est soldé au bout de 7 ans. Alors, ça ne veut pas dire que les gens finissent de payer leur crédit au bout de 7 ans, pas du tout. Ça veut dire que les gens, au bout de 7 ans, bien souvent, ils ont revendu leurs biens, même des fois beaucoup moins de 7 ans, ils ont revendu leurs biens, donc ils ont soldé leur crédit immobilier. C'est pour ça qu'on arrive à une moyenne de 7 ans. Donc tous les gens qui te disent le fait d'acheter, tu es emprisonné, tu n'es pas libre, tu n'es pas mobile, tu es aussi mobile qu'eux. Un appartement, ça se revend. Donc si tu as acheté un appartement correct, et on verra dans la suite de la vidéo quel type d'appartement acheter, tu verras que tu pourras revendre, donc tu n'es pas du tout emprisonné. Ne les écoute pas et ne les crois pas. Bien souvent, ce sont des frustrés jaloux. Oui, je dis les termes sur ma chaîne. Ce sont des frustrés jaloux qui vont te dire que tu es emprisonné. Tu ne l'es pas, tu peux revendre ton bien. Ça, c'est la première des choses. Un autre avantage à acheter ton bien immobilier, c'est que tu es sur une mensualité fixe. Alors, je sais qu'il y a des taux fixes et des taux variables, mais 95% des gens en France prennent des taux fixes et je te conseille de prendre un taux fixe. Ça veut dire que tu commences à payer 700 € aujourd'hui. Dans 10 ans, dans 15 ans, tu paieras toujours 700 €. Contrairement à un loyer, parce qu'il y a l'indice des réévaluations des loyers qui fait que les loyers augmentent, ta mensualité n'augmentera pas. Quand bien même tu es en HLM, si par exemple la personne est en HLM et que ses revenus augmentent, il y aura un nouveau calcul de son loyer et tu verras que ces gens-là vont être embêtés parce que leur remboursement de loyer va augmenter. Tandis que toi, tu as cet avantage, tu peux avoir tes revenus qui doublent, qui triplent, qui quadruplent. Ton crédit de 700 € sera toujours de 700 € et ça, c'est un vrai avantage que tu ne perdras pas. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois te baser pour savoir que acheter un premier bien immobilier, non seulement tu épargnes et tu récupères de l'argent à la sortie, et surtout, tu n'as pas de surprise. Tu épargnes toujours au même prix. Un autre avantage au fait d'acheter, c'est que ton bien prend de la valeur. Alors, pas tout le temps, mais on va voir dans la suite de la vidéo qu'est-ce qu'il faut acheter pour que ça prenne de la valeur. Mais bien souvent, l'immobilier prend de la valeur. Donc, tu achètes quelque chose aujourd'hui à 100 000 qui peut-être dans 10-15 ans vaudra 180 160 000. Donc ça veut dire que cette chose que tu as achetée à un certain prix, tu vas pouvoir la revendre plus cher. Donc tu vas même peut-être pouvoir gagner de l'argent grâce à un bien dans lequel tu as vécu, que tu as utilisé et en plus au moment où tu le vends, tu gagnes de l'argent. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage que tu n'as pas quand tu loues, parce que quand tu loues, tu repars les mains vides. On va prendre un exemple simple de la perte d'argent que représente la location. Mais j'aime pas trop ce terme perte d'argent parce que c'est pas juste envers les gens qui préfèrent être locataires, c'est qu'ils payent quelque chose pour un service, donc ils ne perdent pas d'argent parce qu'ils ont un logement en échange, mais c'est de l'argent qu'ils ne revoient pas. Je te donne un exemple simple. Tu loues un appartement 700 €. Tu le loues pendant 8 ans. Et pendant 8 ans, 700 €, tu te retrouves à avoir dépensé 67 200 €. Ces 67 200 €, le jour où tu quittes l'appartement, tu ne les revois plus.
tu as donné 67 200 € à quelqu'un et tu ne reverras plus cet argent. Et ça, pour moi, je trouve ça grave parce que tu aurais pu acheter un bien immobilier et même si tu n'avais pas fait de plus-value, tu aurais au moins pu récupérer tes 67 200. Là, tu récupères rien. Et moi, je trouve que c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo-là, qui n'ont pas les 67 200 € et qui continuent à payer un loyer. Donc, quand j'entends l'expression qui fait que, et qui est vraie, c'est une expression qui est vraie, les propriétaires sont les esclaves de la banque, c'est vrai, mais les locataires sont les esclaves des propriétaires. Et ça aussi, c'est vrai. Quand bien même tu es en HLM, parce que quand tu es en HLM, ce sont des bailleurs sociaux et les bailleurs sociaux appartiennent à des gens derrière à que tu enrichis quand tu payes ton loyer. Il y a toujours quelqu'un qui récupère le pognon à la fin, crois-moi. Et aussi un gros avantage quand tu achètes ton premier bien immobilier, si c'est pour vivre dedans, la plus-value que tu vas faire au moment où tu vas le revendre, pour que tu comprennes bien ce que c'est qu'une plus-value, c'est j'achète 100 000 et je revends 150 000, et ben ces 50 000 € là qui vont aller directement sur ton compte, c'est une grosse somme que tu vas gagner et tu ne paieras zéro impôt dessus. En France, on dit qu'on est tout le temps un pays champion du monde des impôts et tu peux récupérer de grosses sommes totalement nettes d'impôts parce que tu as décidé d'acheter ton premier bien immobilier. Et ça aussi, c'est pas à négliger. Alors, dans cette partie-là de la vidéo, on va parler du bien en lui-même que tu dois acheter. Je sais que c'est une vidéo un peu longue. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues que ça d'habitude. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu préfères que je fasse des vidéos plus longues, plus détaillées comme celle-ci, ou si tu préfères que je fasse des vidéos de 5-10 minutes où je reste uniquement en surface. Alors, le point central, le plus important auquel tu dois faire attention et sur lequel tu ne dois faire aucune, j'ai dit aucune, c'est pas un petit peu, c'est aucune, t'as compris? Zéro, aucune. Aucune concession, c'est le lieu où tu achètes. Ton appartement ou ta maison, mais en général ça sera un appartement si c'est ton premier achat, doit se faire dans un endroit stratégique. Ce que je te conseille, c'est d'investir dans un endroit où il y a une forte activité économique, pour plusieurs choses. Parce que s'il y a une plus forte activité économique, ton bien, si un jour tu dois le revendre, forcément tu auras beaucoup moins de problèmes à pouvoir le revendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se loger dans ces endroits-là. Ce sont aussi des lieux où c'est très difficile de trouver un logement. Il y a un peu de tension, que ce soit locative ou à l'achat, c'est très difficile de trouver un logement. Donc, quand il y a un logement qui arrive sur le marché, ça repart très vite. Donc, c'est un peu frustrant quand tu veux acheter, mais au moment où tu voudras revendre ton bien, c'est vraiment très très bien pour toi. Tu vas trouver un locataire. Je ne te conseille pas de faire cet achat coup de cœur à je sais pas, moi, je dirais une bêtise, mais à 1 heure et demie de ton lieu de travail ou 1 heure et demie d'une grande ville. Pourquoi? Parce que si un jour, pour X ou Y raison, tu dois revendre, tu auras peut-être du mal à retrouver un acheteur, ou si un jour tu dois remettre en location, tu vas devoir avoir du mal à trouver un locataire. Ce qui n'arrivera jamais si tu vas devoir acheter, que ce soit dans un centre-ville d'une grande ville ou d'une ville moyenne, c'est vraiment les lieux principaux et les lieux plus intéressants où tu vas devoir acheter ton premier bien immobilier. Autre chose que je vais te conseiller pour ton premier achat immobilier, ne vois pas trop grand. Les gens veulent souvent acheter un bien qui va correspondre à leurs désirs sur du très long terme. Ne fais pas ça. Ce que je te conseille, par exemple, si tu es seul, ne va pas m'acheter un 3 pièces et me dire « Ah oui, moi je vais habiter dans tel endroit, mais dans tel endroit, je n'ai pas le budget pour un 3 pièces, donc je n'achète pas. » Ne tombe pas dans ce piège-là. Comme on dit aux Antilles, va là où ton argent t'amène. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, dans cet endroit-là, tu peux acheter un 2 pièces, achète un 2 pièces à l'endroit où tu veux. Pourquoi je te dis ça? Parce que les prix de l'immobilier, bien souvent, ils augmentent plus vite que les salaires. Et tu vas avoir énormément de monde. Demande à des anciens, ou même s'il y a des anciens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À une période de leur vie, ils pouvaient acheter un 2 pièces à un endroit et ils se disaient « Ah bah j'attends le temps de pouvoir acheter un 3 pièces ». Et bah finalement, les prix sont tellement montés que même un studio, ils ne peuvent plus l'acheter à cet endroit-là. Et c'est exactement ça. Ne te projette pas en te disant j'attends d'avoir l'argent pour acheter ce que je veux là-bas. Non. Si tu peux acheter un studio, commence par un studio. Si tu peux acheter un 2 pièces, commence par un 2 pièces. Et je te conseille même de faire plutôt une concession sur le nombre de mètres carrés que tu achètes plutôt que sur l'endroit. Choisis le bon endroit et réduis les mètres carrés s'il le faut. C'est beaucoup plus intéressant si tu es dans un premier achat parce que tu vas être forcément confronté plus tard à soit une revente, soit une mise en location. Et le plus intéressant, quand tu revends, quand tu mets en location, c'est la localisation dans laquelle tu es. Donc vraiment, fais très attention à ça. Et ne fais pas non plus comme ces gens qui se bloquent sur des détails qui n'ont aucune importance. Moi, j'ai eu une amie qui n'arrivait pas à acheter un appartement dans une ville qui s'appelle le Pré-Saint-Gervais, qui est juste à côté de Paris, et parce qu'elle voulait à tout prix un appartement avec un parking. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui se focalisent sur des choses. Elle n'avait pas de voiture. Donc c'est pour ça que je vous dis que ne vous focalisez pas sur des choses qui n'ont pas d'importance au moment où vous vivez.
parce qu'elle n'avait pas de voiture. Je crois qu'aujourd'hui, elle n'a toujours pas de voiture 7 ou 8 ans après. Beaucoup de gens qui habitent dans des centres-villes de grandes villes n'ont pas de voiture. Et moi, par exemple, qui ai déjà eu une voiture et qui maintenant habite en plein centre de Paris, je n'ai plus de voiture et ça ne m'empêche pas de vivre. Surtout que ça fait faire énormément d'économies. Je donne cet exemple-là, mais ça peut être beaucoup de choses, comme la chambre, comme le fait d'avoir une cave ou pas de cave. C'est important, mais ce n'est pas ce qui doit diriger ton achat. Donc vraiment, tu dois voir ton premier achat immobilier avec une vraie typologie d'un investisseur. Tu ne dois pas le voir uniquement comme un coup de cœur. C'est mieux d'acheter un bien qui te plaît. Je ne te dis pas d'acheter un bien qui ne te plaît pas. Mais il faut vraiment que tu le vois comme un investisseur en te disant ce bien-là, je l'achète, mais je sais que dans quelques années, je vais le revendre. Ou dans quelques années, je vais le mettre à louer. Ne vois pas ton premier achat uniquement comme un coup de cœur. Parce qu'il y a des gens qui vont acheter un magnifique corps de ferme à, je ne sais pas moi, 50 km d'une grande ville. C'est très bien, et puis ils font des travaux, et puis c'est bon, puis on se voit tous vivre dedans. Puis le jour où ils divorcent, par exemple, ces gens-là, et ben ce bien-là, il devient invendable, parce qu'ils ont mis énormément d'argent dans les travaux, et puis personne n'a envie d'aller vivre à 50 km d'une grande ville. Et c'est pour ça que je te dis que le bien que tu dois acheter, ne fais pas un achat avec le cœur, mais fais vraiment un achat avec ta tête. Autre chose, parce que moi, comme j'ai dit au début de la vidéo, je prône l'achat à deux en couple, mais pas en couple avec n'importe qui. Et là, je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi dans cette vidéo. L'amour, c'est quelque chose de génial et je souhaite à tout le monde de rencontrer l'amour. Mais il faut que tu comprennes bien qu'il faut que tu aies quelqu'un qui partage vraiment la même vision que toi sur ce point-là. Parce que si la personne ne partage pas la même vision que toi sur ce point-là, ça va créer des tensions sur l'argent et puis les tensions sur l'argent dans un couple, c'est quelque chose qui détruit les couples. Faut pas se mentir, l'argent c'est vraiment un point trop important aujourd'hui et ça détruit vraiment les couples. Donc si tu es avec quelqu'un et que cette personne ne souhaite pas acheter, ne va pas forcer la personne à acheter pour faire ton projet avec elle. Ça veut dire que si cette personne ne veut pas, tu peux rester avec cette personne, achète seul. Si tu veux acheter à tout prix avec cette personne, il faut que ça soit aussi son but à elle, d'accord? Sinon, je te dis pas de te séparer ou quoi, mais achète ton produit seul si tu vois que c'est pas la bonne personne pour mener ce projet. Et bien souvent, on allait dire les femmes, mais maintenant c'est même plus que les femmes, puisque les hommes pensent comme les femmes maintenant, c'est la nouvelle mode, c'est que il ne faut pas confondre l'amour que tu portes à quelqu'un et tes projets financiers. L'éducation financière, c'est indépendant de l'amour. Quand ça se marie, c'est bien. Et je l'ai dit au départ, je suis pour l'investissement à deux pour que les gens s'enrichissent à deux. Mais des fois, tu es avec une personne que tu aimes, mais qui financièrement va te mettre dans le trou. Il faut savoir ce que tu veux. Soit tu restes avec cette personne et tu acceptes de vivre heureux sans argent, et il y a des gens qui sont heureux avec peu d'argent, ou tu décides de te séparer de cette personne. Mais avant ton premier achat, il faut que tous ces paramètres-là soient clairs dans ta tête. Parce que s'ils ne sont pas clairs, c'est le bourbier. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est le bourbier. Autre chose que tu vas devoir faire lors de ton premier achat, c'est de vraiment vérifier les charges de copropriété si c'est dans une copropriété. Alors, il y a ce qu'on appelle un bordereau de charge. Sur un bordereau de charge, il y a une temporalité parce qu'on paye les charges soit par trimestre, soit au mois. Donc, il faut déjà que tu apprennes à lire un bordereau de charge et que tu saches vraiment ce que contiennent les charges parce que ça veut tout et rien dire cher, pas cher. Je donne un exemple. Si tu es dans une résidence où tu as l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage, des espaces verts et un gardien, forcément, tes charges de copropriété vont être plus hautes que si, par exemple, tu es dans une résidence où il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de gardien, le chauffage, il est individuel, l'eau chaude, c'est individuel. Là, forcément, tes charges vont être largement réduites. Est-ce que c'est mieux ou pas? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais il ne faut pas que les charges soient disproportionnées parce qu'en plus de ta mensualité, tu devras t'acquitter de tes charges. Donc, il faut vraiment que tu vois quel est le montant des charges et vraiment ce que ça contient. Ça, c'est vraiment très important et c'est un piège dans lequel tu ne dois pas tomber lors de ton premier achat. Un autre piège dans lequel je vois beaucoup de gens tomber, c'est le fait de lire les PV d'AG. Alors, les PV d'AG, c'est que chaque année, une copropriété se réunit et vote un budget et plein de nouveaux travaux, plein de nouvelles choses à faire dans la copropriété. Bien souvent, il y a des travaux qui sont prévus et si tu n'as jamais lu de PV d'AG, tu peux te retrouver piégé et ne pas savoir que si tu achètes ce bien-là, dans 1 ou 2 ans, on prévoit de refaire la cage d'escalier et ça va coûter 40 000 €. Ça, il faut que tu le saches. Ou on va devoir refaire la façade de l'immeuble et ça va coûter 35 000 €. Et ça, il faut que tu le saches. Alors, tu ne vas pas payer 35 000 €, tu vas toujours payer une partie. Ça, je vais t'expliquer. Quand tu achètes un appartement dans une copropriété, tu possèdes ce qu'on appelle des tantièmes. Les tantièmes, ça veut dire que tu as une partie de cette copropriété qui t'appartient. On va dire un exemple tout simple. Tu as 60 tantièmes. Et bien, quand tu as 60 tantièmes, ça veut dire qu'à chaque fois que la copropriété va dépenser 1 000 €, ça va te coûter 60 €. Donc, si la copropriété a un projet de rénover quelque chose et ça va coûter 2 000 €, vu que tu as 60 tantièmes, donc tu vas payer 60 plus 60,
120 euros. Et ça, faut vraiment que ce sont des choses que tu dois apprendre lorsque tu achètes ton premier bien immobilier pour ne pas tomber dans certains pièges. Après, il y a une autre chose à laquelle tu dois faire attention, c'est le DPE. Alors, à l'époque où j'ai acheté mon premier bien, il n'y avait pas de DPE, parce que je suis un peu vieux comme tu le vois. Mais maintenant, c'est quelque chose auquel les acheteurs font très attention. Comment tu dois regarder ton DPE? C'est une lettre qui va de A à G, et plus la lettre est basse, donc plus la lettre va vers le G, plus le bien est énergivore. Ça veut dire qu'il faut consommer énormément d'électricité ou de différentes énergies pour se chauffer. Donc, il faut soit réisoler le bien, ou changer le système de chauffage et autres, et c'est quelque chose qui peut coûter très cher. Mais par contre, ça peut être un avantage, parce que comme ces biens-là sont très difficiles à vendre, tu peux faire une très forte négociation sur ce type de bien. Le DPE, c'est quelque chose où tu dois faire attention parce que ça va te dire exactement comment consomme l'appartement, donc s'il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir le chauffer ou autre. Ça peut être une bonne chose pour pouvoir négocier de manière très agressive, parce que je dis aux gens de négocier de manière très agressive, surtout pour ce genre de bien, parce que quand le bien est en G, les banques en général ne prêtent pas aux investisseurs parce que ce sont des biens qui ne peuvent pas être loués. Donc tu vois, c'est un petit avantage. Donc vraiment, si tu trouves le genre de bien comme ça, n'hésite pas à faire une négociation très agressive. Par contre, il faut savoir que ça va te coûter plus cher en travaux pour remettre ce bien en état. Mais tu peux faire de très bonnes affaires avec ce type de bien-là. Quand bien même le bien n'est pas avec un DPEG, n'hésite pas à acheter un bien avec des travaux. Pourquoi je dis ça? Parce que un bien avec des travaux, au-delà du fait que tu puisses bien le négocier, c'est un bien que tu vas pouvoir valoriser. Tu vas pouvoir lui apporter énormément de valeur et tu vas voir que dans quelques années ou même parfois quelques mois, le bien que tu auras acheté sera une potentielle plus-value pour toi. Tu vas pouvoir gagner de l'argent grâce à ce bien immobilier et c'est vraiment ça le but. D'ailleurs, c'est ce dont je parle principalement sur ma chaîne. Donc, il faut vraiment faire des achats smart et le fait de faire des travaux et de beaux travaux peut redonner énormément de valeur à ton bien. Par contre, ne va pas surinvestir dans les travaux. Si tu vois que les biens autour de chez toi se vendent à un prix moyen de 2000 euros, va pas faire 3500 euros de travaux par mètre carré. Surtout pas. Et de trouver un bien qui a toutes ces caractéristiques-là, ça ne se fait pas en un jour. Il faut bien comprendre que les gens qui font de bonnes affaires dans l'immobilier, ce sont des gens qui connaissent l'immobilier. Donc tu ne vas pas devenir un spécialiste de l'immobilier après une vidéo. Par contre, ce que je t'encourage à faire, c'est de faire énormément de visites. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent que en regardant des sites comme Se Loger, Le Bon Coin ou le PAP, ils vont trouver des bonnes affaires comme ça. Surtout pas. Il faut vraiment que tu visites énormément de biens et plus tu auras fait des visites de biens, plus ton œil sera aiguisé et plus tu sauras détecter une bonne affaire d'une mauvaise. Et ça, c'est vraiment très important. Moi, je conseille de ne pas acheter avant d'avoir visité une dizaine de biens. Il y a des gens qui vont dire, tu peux trouver une bonne affaire avant, attention, je ne dis pas que c'est impossible. Bien sûr que non. Mais quand tu as visité au moins 10 biens, là, tu commences à comprendre le ceci, le pourquoi du comment. Et là, tu as un œil beaucoup plus avisé pour pouvoir détecter les bonnes affaires. Et pour continuer sur ce bien, beaucoup de gens se demandent où ils peuvent trouver des bonnes affaires, où on peut acheter des biens, comment on fait. Alors ça, je vais te dire les sites tout de suite. Tu peux trouver ça sur des sites comme Se Loger, Le Bon Coin, le PAP et tout ça. Si tu veux vraiment te spécialiser sur comment trouver des bons biens immobiliers, tu le sais très bien, le dimanche à 20h, je fais une masterclass 100% gratuite tous les dimanches à 20h. Il y aura le lien dans cette vidéo où je vais t'expliquer exactement tous les paramètres à faire pour vraiment faire en sorte de trouver des biens qui peuvent te permettre de gagner une forte plus-value, mais aussi des biens très agréables pour que tu puisses vivre dedans. Moi, par exemple, j'ai acheté mon premier bien, c'était un petit 2 pièces de 26 mètres carrés que j'ai acheté il y a près de 15 ans aujourd'hui. Et vraiment, cet achat immobilier a totalement changé ma vie. C'était un bien que j'avais acheté 90 000 euros à l'époque. Et je me rappelle, j'avais honte parce que à l'époque, quand j'avais fait ma capacité d'emprunt dont je te parle au départ, je n'avais pas les moyens d'emprunter 100 000 euros. J'avais pas assez pour emprunter 100 000. J'avais un petit salaire, j'avais peu de moyens. Mais ça m'avait vraiment choqué. Mais je me suis dit, je vais l'acheter. J'ai que ça, je vais faire avec ça. Et je vais gagner beaucoup d'argent avec ça. Moi, finalement, ça s'est bien passé, même très bien passé dans les 15 années qui ont suivi dans ma vie. Mais ça s'est bien passé parce que j'ai fait ce premier achat. Donc, c'est pour ça que j'encourage les gens à faire leur premier achat et de le faire de manière très avisée. J'avais acheté un 26 mètres carrés. On n'était pas loin du métro Front Populaire à Saint-Denis, je me rappelle. Et c'était un appartement dans lequel vivaient 8 personnes clandestines. Il y avait un propriétaire qui était un marchand de sommeil qui logeait 8 clandestins dans 26 mètres carrés. Et il n'y avait pas de salle de bain. Je me rappelle la douche, c'était une cabine de douche qui était juste à côté de l'évier. C'est dommage, j'ai plus les photos parce que c'est vieux, mais j'avais énormément de photos de ce bien. Et c'est un bien que j'ai retapé. Bon, ça m'a pris du temps parce que j'y connaissais pas grand-chose. Ça, c'était pas la meilleure opération de ma vie, clairement. Mais c'est quelque chose qui m'a fait faire un déclic. Et après,
Quand j'ai voulu mettre ce bien en location, parce qu'au départ, j'ai voulu le mettre en location, j'avais la chance, pas vraiment la chance, mais d'avoir un loyer qui couvrait totalement mon emprunt. Et ça, c'est pour ça que je te dis que le fait d'avoir de l'apport, ça pourra t'aider à réduire ta mensualité et avoir un loyer qui peut couvrir ton emprunt. Donc moi, ça a été le cas, mais ça s'est mal passé parce que la personne ne payait pas son loyer. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû sortir cette personne de l'appartement de manière légale, sans violence ni rien. Et après, j'ai occupé cet appartement pour y vivre. Et au moment où je l'ai vendu, je me suis rendu compte que j'avais fait une plus-value de environ 38 000 € à l'époque. 38 ou 32 000 €. C'était 38 ou 32, je ne sais plus exactement. Et là, j'ai compris que d'acheter des biens et de les revendre, ça pourrait me permettre de gagner énormément d'argent. Donc après, la suite du film, vous la connaissez pour ceux qui sont habitués à cette chaîne. Ceux qui ne sont pas habitués, n'hésitez pas à voir. Je fais énormément de contenu sur le fait d'acheter et de revendre des biens. En tout cas, si tu veux aussi vraiment performer et ne pas te tromper dans ton premier achat immobilier, moi je te conseille de te former. Alors tu peux te former avec une formation payante, mais aussi avec des formations gratuites. Je pense que les vidéos YouTube peuvent t'aider, mais ce n'est pas assez profond. Donc n'hésite pas à télécharger une formation gratuite si tu veux déjà ne pas payer. Et même à aller voir une payante si tu le souhaites. Mais vraiment, c'est vraiment très important que tu comprennes que ton premier achat immobilier peut faire que tu seras très à l'aise dans les 20-30 prochaines années de ta vie si tu achètes bien. Et ça, c'est vraiment très important. J'ai aussi fait une vidéo que je vais accrocher là-haut qui est la vidéo du pire cauchemar. C'est vraiment où là, je montre quelqu'un qui a fait le pire des achats immobiliers qui puissent exister. Et quand tu verras cette vidéo, tu vas comprendre que celle que j'ai faite là va vraiment t'aider à éviter beaucoup de pièges. N'hésite pas, surtout pas à aller la voir, je vais l'afficher de l'un des deux côtés. Mais c'est vraiment la pire vidéo dans le sens où il a fait toutes les erreurs et il a perdu plus de 100 000 € à cause d'un mauvais achat immobilier. Donc c'est vraiment quelque chose que tu dois aller voir à tout prix pour ne pas te tromper. Donc c'était une vidéo qui était beaucoup plus orientée pour les gens qui sont plutôt jeunes. Pas forcément que pour les jeunes, mais c'était pour les gens plutôt jeunes. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour les gens qui ont plus de 40 ans et qui vont faire leur premier achat immobilier à plus de 40 ans, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que même à plus de 40 ans, on peut faire de très belles opérations dans l'immobilier. Je le répète, ce dimanche à 20 h, je fais une masterclass 100% gratuite. Dimanche 20 h, masterclass 100% gratuite. Clique sur le lien dans la bio pour avoir énormément de contenu qui sera toujours, comme je te l'ai dit, gratuit pour faire une très très bonne affaire en immobilier. N'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker et à commenter. Je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.